Alors, vous avez enfin décidé de dépenser ces miles bonus durement gagnés pour voyager en classe affaires. Mais le site de la compagnie vous indique qu'il n'existe que des sièges en classe économique sur votre trajet, et ce n'est même pas une compagnie low cost. Étrange, je sais, mais la vérité est que les compagnies économisent des millions en affectant chaque avion à la route la plus rentable. L'appareil avec cabine affaires dont vous rêviez vole simplement ailleurs. Lorsque vous consultez l'horaire des vols et voyez apparaître ou disparaître ce fameux vol direct, ce n'est pas un hasard non plus. Un calculateur de temps fonctionne en coulisses, analysant chaque donnée, comme la distance vers la ville, la configuration de la piste et le poids de l'avion avec passagers et fret, sans oublier le climat, de puissants vents contraires. Mieux vaut alors opter pour un appareil plus économe ou doté d'une autonomie supérieure. Tout cela semble cohérent. Pourtant, il arrive fréquemment qu'aucun vol ne relie deux grandes villes qui paraissent logiquement devoir être connectées. Le plus souvent, c'est parce que le coût du ravitaillement dépasserait les recettes issues de la vente des billets. Il arrive aussi qu'un vol direct disparaisse presque par magie pour devenir un trajet avec escale. La raison peut être que l'ancien appareil ne supportait pas l'autonomie nécessaire et que le modèle plus récent ne s'avérait pas suffisamment rentable. Les compagnies aériennes n'improvisent rien. Tout est soigneusement calculé. Depuis le taux de remplissage et la demande des passagers jusqu'à la longueur de la piste, l'efficacité énergétique et la conjoncture économique. Les facteurs les plus infimes, comme le prix excessif de la barre de chocolat que vous achetez à bord, entrent eux aussi dans ce calcul implacable. Même si des milliers de voyageurs rêvaient d'embarquer, les chiffres peuvent ne pas coïncider. C'est ainsi que votre voyage idéal peut finalement comporter une escale que vous n'aviez pas prévue. Ainsi, les escales ne sont pas forcément indispensables sur les vols long courriers, et il arrive même qu'il soit plus judicieux pour une compagnie de voler près de 19 heures sans interruption. À l'heure actuelle, le vol le plus long du monde relie Singapour à New York JFK. Il est assuré par un Airbus A350 ultra longue, porté spécialement aménagé, ne proposant que des sièges de classe affaires et économie premium. China Eastern prévoit de battre ce record avec une nouvelle liaison entre Shanghai et Buenos Aires. En raison des vents contraires, le trajet pourrait durer jusqu'à 29 heures. Il leur faudra sans aucun doute recourir à des outils comme le calculateur de miles aériens et le planificateur de vol pour vérifier si cette ligne a un sens économique. Pour l'instant, ils n'anticipent pas une demande très élevée. Pour ma part, je n'aimerais vraiment pas passer plus d'une journée dans les airs. Ainsi, de nombreux facteurs déterminent quel avion est affecté à quelle route. Et parfois, les choix deviennent personnels. Enfin, personnels pour la compagnie, non pour les passagers. Les itinéraires premium ne sont pas fréquentés par des touristes, mais par des voyageurs d'affaires prêts à payer des sommes exorbitantes pour pouvoir s'allonger dans un lit et savourer un bon repas. Lorsqu'on considère le coût d'exploitation par siège, ce sont précisément ces places qui dissimulent la véritable marge bénéficiaire. Prenez des axes d'affaires très fréquentés comme Los Angeles-New York. La cabine économique remplit l'appareil. Mais les compagnies vivent surtout grâce aux billets de cette classe affaires d'élite. Il arrive même qu'un seul siège coûte autant qu'une voiture d'occasion. Ainsi, le choix de l'avion ne consiste pas seulement à embarquer suffisamment de passagers, mais à installer stratégiquement les bons sièges dans le bon appareil. Voilà pourquoi votre siège en surclassement de luxe existe. Ce n'est pas un geste de générosité, mais une source de profit soigneusement calculée. Tout cela paraît logique, pourtant certaines décisions de planification peuvent encore sembler déroutantes. Pourquoi une compagnie enverrait-elle un 737 dans une ville de seulement 80 000 habitants? Peut-être souhaite-t-elle vous offrir, à vous son passager privilégié, une expérience homogène et confortable, même si la destination ne justifie pas vraiment le coût d'un avion plus imposant. À l'inverse, si vous partez vers l'extrême nord du Canada, il se peut que vous embarquiez à bord d'un antique 737-200, le seul appareil suffisamment robuste pour se poser sur du gravier sans se désintégrer. Certes, il est vieux, grinçant et imprégné d'un parfum de nostalgie, mais il remplit sa mission. Pour ces vols régionaux très courts, le système devient d'une précision presque absurde, voire amusante. Quelques passagers supplémentaires peuvent tout bouleverser. Au lieu d'un petit turbo-propulseur, un bombardier CRJ est soudain affecté. Et ce minuscule changement ne modifie pas qu'un seul vol. Il perturbe l'ensemble du programme, la consommation de carburant et même la répartition des équipages. L'écologie joue aussi un rôle déterminant dans ces choix d'avions, bien entendu. Les compagnies ne peuvent plus faire voler tranquillement d'énormes 747 partout comme autrefois, à une époque où le coût du carburant ne constituait pas une préoccupation majeure.
Aujourd'hui, l'efficacité prédomine, car chaque goutte de kérosène brûlée s'accumule, tant pour la planète que pour le bilan financier de la compagnie. La bonne nouvelle, c'est que vous voyez désormais des appareils modernes et élancés, comme le Boeing 787 Dreamliner ou l'Airbus A350, remplacer ces anciens monstres quadrimoteurs particulièrement gourmands. Ainsi, la Lufthansa affirme que ces nouveaux appareils, les A350, 900 et 787-9, consomment environ 2 litres de carburant par passager pour chaque centaine de kilomètres parcourus, soit près de 30% de moins que nombre de leurs anciens avions. Chaque kilo de kérosène, toute traînée supplémentaire due à un excès de poids ou à des moteurs peu performants, et chaque siège invendu représente une perte. Pour limiter cela, les compagnies doivent se montrer souples et maintenir une flotte constamment modernisée. Pour y parvenir, les compagnies aériennes, comme Delta ou Lufthansa, gardent souvent une ménagerie d'avions différents, prêts à être interchangés. Ils ont besoin de cette flexibilité pour qu'un problème de maintenance ou une hausse soudaine de passagers ne perturbe pas le réseau. Les compagnies low-cost, comme Ryanair, font l'inverse, exploitant uniquement des clones de 737. Ces avions sont simples, efficaces et prévisibles, sans besoin d'échanges sophistiqués. Dans ce monde aérien souvent chaotique, c'est quelque peu rassurant. Ainsi, quand vous réservez un billet, vous n'êtes pas surpris de voler sur un appareil différent de celui annoncé. Les aéroports eux-mêmes interviennent dans toutes ces décisions. Certaines pistes sont trop courtes, les vents peuvent devenir trop violents, ou les infrastructures techniques restent limitées dans certains endroits. Même si vous souhaitez rallier une destination, votre avion peut être immobilisé parce que l'aéroport n'est tout simplement pas prêt à l'accueillir. Prenez l'aéroport Hwangcho et Irauskeng, sur la minuscule île antillaise de Saba. Sa piste ne mesure qu'environ 400 mètres, soit moins que certaines rues urbaines. Oubliez les grands Boeing, seules de très petites machines à hélices, extrêmement maniables, peuvent s'y poser. Vient ensuite l'altiport de Courchevel, en Savoie, qui ressemble davantage à une piste de ski qu'à une piste d'atterrissage. Longue d'à peine 540 mètres et inclinée à 18%, elle impose aux pilotes d'atterrir en descente. Là encore, pas de gros jets, seulement de petits appareils assez audacieux pour toucher le sol sans finir dans une congère. Mais il s'agit d'une station de luxe, et ces avions compacts y trouvent naturellement leur place. Si vous estimez déjà Courchevel impressionnante, essayez donc Toncontín, au Honduras, encerclé de montagnes, balayé par des vents violents et doté, jusqu'à récemment, d'une piste très courte. On comprend aisément pourquoi les compagnies hésitent longuement avant d'y envoyer de gros appareils. Et elles tiennent également compte de la rentabilité des itinéraires. Même si des milliers de personnes souhaitent embarquer, un mauvais choix d'appareil peut transformer un trajet lucratif en perte. Les compagnies aériennes calculent le coût d'exploitation par siège, anticipent le remplissage des passagers et effectuent des simulations qui mettraient à rude épreuve un supercalculateur. Et oui, cela influence également le prix de votre billet. Ce week-end bon marché que vous venez de réserver et dont vous vous vantez, il peut en réalité coûter cher à la compagnie, d'où la multitude de frais, de ventes additionnelles et d'escales stratégiques. Comme vous le constatez, les compagnies ont perfectionné l'art d'harmoniser les résultats des calculateurs de distance avec la demande des passagers, les capacités des avions et la rentabilité. Elles façonnent un monde où vos vacances, votre voyage d'affaires ou une escale imprévue ne relèvent jamais du hasard. Tout était le fruit de millions de calculs et de milliers de plans de contingence. Les compagnies aériennes économisent des millions en réaffectant les avions, non par malice, mais parce qu'elles sont lucides, méthodiques et extrêmement pointilleuses sur les chiffres.